Au palais de Toudi, même les protégés blés. 3 ministres stars viennent d'être recadrés sans ménagement par le chef de l'État. Plongeons tout de suite dans ces humiliations publiques déguisées en silence assourdissant. Louis-Paul Motazé, le tout-puissant ministre des Finances, perçu depuis toujours comme un protégé de Paul Biya, se retrouve contraint de plier bagages face à Cyrus Nga, le directeur général du port autonome de Douala. L'affaire, le juteux contrat de scanning des conteneurs au port de Douala-Bonaberi, poumon économique du Cameroun. Tout commence fin décembre 2025. Le 26 précisément, Cyrus Nga dégaine un communiqué retentissant annonçant que Transatlantique DSA prendra en charge exclusivement toutes les opérations de scanning à compter du 1er janvier 2026. Il invoque ni plus ni moins une instruction directe du chef de l'État. Réaction immédiate de Motazé, le 29 décembre, une lettre cinglante exigeant le respect du vieux contrat SGS signé en 2015 sous l'égide de l'État et imposant une coexistence forcée des deux systèmes. Mais le bras de fer s'enlise dès le début de l'année 2026, c'est le chaos. Conteneurs immobilisés, douane suivant les ordres du MINFI pour exiger SGS qui continue de facturer grassement. Tandis que l'OPAD impose Transatlantique sans facturation initiale. Cyrus Nga contre-attaque le 19 janvier. Il adresse une lettre à la direction générale des douanes et publie un nouveau communiqué vantant les performances supérieures de son partenaire. 28 mouvements à l'heure contre 22 pour SGS et appelant les douanes à se ranger derrière les instructions présidentielles. Et là, le coup de théâtre, le palais de l'unité entre en scène. Le 21 janvier 2026, Ferdinand Ganga, secrétaire général de la présidence de la République, convoque en urgence une réunion sur ces difficultés liées au scanning. À la table, le SGPR, l'OPAD et ses tutelles. L'arbitrage est clair, implacable. Les instructions du chef de l'État imposent Transatlantique. Motazé, malgré sa position dominante et ses liens supposés avec SGS, doit baisser la garde. Des sources au sommet chuchotent même que Paul Biya lui aurait glissé. Laissez Cyrus Nga tranquille. Derrière cette bataille de titans se cache un trésor. Des dizaines de milliards de francs CFA en redevance annuelle. SGS critiqué pour ses coûts exorbitants et son scanning partiel. Cède la place à Transatlantique qui promet un scanning à 100%, y compris pour les véhicules. Mais c'est surtout une lutte de clans. Cyrus Nga, proche de Nganga, l'emporte sur Motazé, dont la protection au sommet de l'État semble ici s'effriter. Ce fin janvier 2026, la tension reste palpable au port, avec des risques d'asphyxie économique. Paul Biya, arbitre suprême, a tranché en faveur de l'efficacité portuaire, humiliant en silence celui qu'on croyait intouchable. Motazé a perdu les armes de son bras de fer contre une entité, l'OPAD, qu'il croyait sous son contrôle fonctionnel. Passons sans délai au deuxième scandale qui ébranle le sérail. Le professeur Jacques Famendongo, pilier du bureau politique du RDPC et baron incontesté du Sud, vient à son tour d'être recadré en silence par Paul Biya lui-même. Dans l'affaire brûlante du choix du président du conseil régional du Sud, Famendongo, patron absolu du RDPC dans la région, croyait avoir tout verrouillé. Son poulain
Antoine Bikoro Allo, soigneusement plié dans une enveloppe scellée, le fameux pli fermé, prêt à être imposé d'en haut par le comité central du parti. Mais patatras, les sources exclusives lâchent la bombe. Le président national du RDPC ordonne à son fidèle lieutenant de ranger ses ambitions personnelles et de laisser la démocratie s'exprimer. Laisser les conseils régionaux choisis eux-mêmes avec tourné le palais de Toudi. Famendongo, habitué à distribuer les postes comme un maître marionnettiste, se retrouve désarmé face à cette injonction suprême. Tout commence mi-décembre 2025 à Ibolova. Le comité central du RDPC déploie ses émissaires, dont le ministre Joseph Lé comme mandataire et Minette Libom Lelikin pour l'Anvila, pour imposer Bikoro Allo. Jacques Famendongo, chef de la délégation permanente régionale du Sud, est en première ligne pour faire passer ce pli fermé. Le 17 décembre 2025, lors de la session de plein droit du Conseil, c'est le séisme. Éric Gervendo, premier vice-président sortant et commandant des douanes hors échelle, se porte candidat dissident. Verdict des urnes, le 18 décembre, 66 voix pour Ndo contre 22 pour Bikoro Allo sur 88 votants. Un raz de marée qui défie l'appareil du parti et humilie les barons. Gervendo prête serment le 9 janvier 2026 devant un collège de magistrats et d'élus. Mais voilà le détail crucial. Juste avant son installation officielle, le 22 janvier à Yaoundé, il est convoqué devant la commission de discipline du RDPC, conséquence directe de sa candidature dissidente lors de l'élection régionale. Certains murmurent même que Jacques Famendongo, incapable de digérer cette rébellion, aurait ourdi une vengeance pour fragiliser le mandat naissant. Une ultime manœuvre pour reprendre la main. Las, le 23 janvier 2026, place des fêtes d'Unkovos, le gouverneur Félix Guélé préside l'installation officielle sous les yeux des forces vives. Gervendo est confirmé, son bureau installé. Effet remarquable, plusieurs figures du parti au pouvoir brillent par leur absence. Une humiliation supplémentaire, un camouflet définitif. La vengeance échoue, le dissident triomphe. Le message est clair, implacable. Même les barons historiques plient devant la base militante et la volonté du Sherman. Famendongo, qui se voyait en grand ordonnateur, doit ravaler sa fierté, assister impuissant à ce vote libre, puis à l'échec de sa contre-attaque judiciaire. Une gifle magistrale administrée en privé mais retentissante dans les couloirs. Son autorité régionale fissurée, son image de dauphin sudiste écornée. Derrière ce recadrage se profile la bataille pour le contrôle du Sud, fief de Paul Biya, à l'approche des municipales et législatives de 2026. En imposant la démocratie interne, le sommet neutralise les clans et recentre le RDPC sur sa base, qui exprime un ras-le-bol face aux candidatures imposées. Famendongo paye les pots cassés de ce bras de fer perdu contre les élus qui les croyaient soumettre. En ce fin janvier 2026, l'air reste électrique à Ibolova. Le prof Jean Famendongo, humilié par le palais de Toudi et par l'installation triomphale de Éric Gervendo, range ses illusions. Troisième coup de théâtre au sérail. Le professeur Narcisse Mouelekombi, ministre des Sports et de l'Éducation physique, se retrouve à son tour laminé par les hautes instructions du palais de Toudi. Face à Samuel Eto'o-Fils et à la FECAFOOT, c'est l'humiliation totale. Eto'o tranche en faveur de la fédération, laissant un ministère bien affaibli devant l'opinion publique.
Narcisse Mouelé-Kombi, censé régner en maître sur le football national, se voit désavoué 2 fois de suite, d'abord dans l'affaire du sélectionneur Marc Brice, où le ministère se retrouve marginalisé face à une décision finalement prise et assumée par la FECAFOOT. Puis, lors de la controverse autour de l'Assemblée générale de la Fédération, que le ministre tente d'encadrer sans parvenir à en bloquer le processus. À chaque fois, l'heure est la même. L'autonomie fédérale s'impose. Samuel Eto'o résiste et l'autorité du MINICEP se heurte à des limites que le sommet de l'État ne choisit pas de franchir. Tout commence avec la crise autour de Marc Brice, le Belge, en poste depuis 2023. Traverse une série de tensions avec la direction du football national. Par la suite, il essuie une série de contre-performances, un revers en qualification au Mondial 2026. Dans ce bras de fer institutionnel, c'est la Fédération camerounaise de football dirigée par Samuel Eto'o qui finit par décider du limogeage du sélectionneur. Le ministère des Sports, incarné par Narcisse Mouelé-Kombi, observe sans parvenir à imposer sa propre ligne. Avant cela, le 29 novembre 2025, nouvelle bataille. La FECAFOOT convoque son AG élective. Mouelé-Kombi brandit l'interdiction, invoquant les irrégularités et son autorité tutelle. Peine perdue, le palais de Toudi tranche, l'AG se tient. Eto'o est reconduit ou défendu. L'autonomie de la FECAFOOT sacrée. Des sources au sommet murmurent que Biya, lassé des ingérences, a personnellement ordonné laisser la FECAFOOT gérer ses affaires. Depuis, Mouelé-Kombi parade en version fantôme. Plus de sorties médiatiques tonitruantes, plus de postures dominatrices. L'opinion, le sang affaibli, relégué au rang d'exécutant silencieux. Son bras de fer perdu contre une structure. La FECAFOOT qu'il croyait sous son contrôle fonctionnel révèle les limites de son pouvoir face à la légende Eto'o, protégée par le sommet de l'État. Derrière ce revers, c'est la bataille pour le leadership du football camerounais, vitrine nationale à l'approche des grands rendez-vous. Mouelé-Kombi paye ici le prix. Son autorité sportive fissurée, son image ministérielle écornée. Aujourd'hui, le MINICEP est muet. Eto'o, triomphant. Il se murmure qu'au sérail, nul n'est à l'abri. Paul Biya fouetterait en silence ceux qui outrepassent leurs prérogatives. Au sérail encore, la leçon est claire. Nul n'échappe à la volonté du palais. Voilà l'implacable mécanique du pouvoir. Qui sera le prochain à plier?